Quand on pense à Aristote, on pense philo, logique, politique, mais aussi et peut-être surtout à ce qui est considéré comme l'une des plus grosses erreurs de l'histoire de la science. Une erreur qui a duré 2000 ans. Mais et si cette erreur n'en était pas vraiment une? Allez, on va se pencher là-dessus et essayer de démêler tout ça. Faut bien se rendre compte que pendant près de 2000 ans, ces idées, ce n'étaient pas juste des opinions, c'était la science. Point. La Terre était le centre de l'univers, immobile, et tout le reste tournait autour. Et sur cette Terre, ben oui, une pierre tombe plus vite qu'une feuille, c'était l'évidence même, il suffisait d'ouvrir les yeux pour le constater. Et tout ça, c'est Aristote qui l'a formalisé, qui en a fait un système cohérent. Ça a été la base de toute la pensée occidentale pendant des siècles et des siècles. Et puis, la révolution scientifique est arrivée. Et d'un coup, on a commencé à voir tout ça comme une énorme erreur, un truc manifestement faux qui aurait freiné la science. C'est là que ça devient intéressant. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est remettre en question ce jugement un peu hâtif. Et si, au lieu de juger Aristote avec nos yeux du XXIe siècle, on essayait de se mettre à sa place, de comprendre pourquoi son système était si puissant, si logique, et peut-être même, oui, tout à fait correct, pour son époque. Cette citation, elle résume tout. Intuitive et manifestement fausse. Le mot intuitive est presque utilisé comme une insulte. Genre, c'est pas de la vraie science rigoureuse. Mais attendez une seconde, l'intuition, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on observe tous les jours dans le monde réel. Et c'est justement ça, toute la clé de l'histoire. Bon, pour vraiment comprendre Aristote, il faut faire un petit voyage dans le temps. Il faut qu'on entre dans son univers à lui. Un univers qui, on va le voir, est incroyablement ordonné, super logique, et qui a même une sorte de beauté géométrique. Voilà, donc à quoi ressemblait le cosmos pour quasiment tout le monde pendant plus de 1500 ans? Il faut s'imaginer un système de sphères de cristal parfaitement emboîtées les unes dans les autres, un peu comme des poupées russes géantes. Et au cœur de tout ça, notre Terre, immobile. Chaque sphère transportait un astre, la Lune, le Soleil, une planète, dans une sorte de danse cosmique parfaitement huilée. Le mot-clé ici, c'est géocentrisme. Géo, la Terre, centrisme, au centre. Et franchement, on comprend pourquoi ce modèle a tenu si longtemps. Il correspond exactement à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit. Quand on regarde le ciel, on a vraiment l'impression que c'est lui qui tourne autour de nous, pas l'inverse. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est à quel point tout son système est cohérent. Aristote a fait une séparation très nette. D'un côté, il y a notre monde, ici sur Terre, où tout est parfait, tout change, tout meurt. Et de l'autre, il y a les cieux, le monde d'en haut, où tout est parfait, éternel, immuable. Du coup, les astres ne pouvaient que se déplacer en cercle parfait. Et petit détail qui a son importance, il savait très bien que la Terre était ronde. Il l'avait déduit en regardant l'ombre de la Terre sur la Lune pendant les éclipses. Pas si mal, non? Ok, passons à l'autre grosse erreur, la chute des objets. On a tous en tête l'image de Galilée avec sa plume et son boulet de canon qui tombent à la même vitesse, mais dans le vide. Sauf qu'Aristote, lui, ne vivait pas dans le vide. Il vivait sur Terre, entouré d'air, d'eau. Et dans le monde réel, si on lâche une pierre et une feuille en même temps, eh bien la question se pose même pas, on sait très bien laquelle arrive la première. Et c'est là le point absolument crucial. La physique d'Aristote, elle n'est pas fausse. Elle est juste la physique du monde qui nous entoure. C'est la physique des objets qui se déplacent dans un fluide, que ce soit l'air ou l'eau. Prenez une feuille de papier. Si on la laisse tomber à plat, elle plane. Si on la froisse en boule, elle tombe beaucoup plus vite. C'est exactement ça que décrivait Aristote. C'est une description parfaite de notre expérience de tous les jours. Pourtant, ce modèle, aussi logique et bien pensé qu'il soit, a fini par s'écrouler. Alors voyons ensemble comment ce grand bâtiment millénaire a commencé à se fissurer. Le système aristotélicien a tenu la route pendant des siècles. Vraiment, il marchait bien. Alors pourquoi, tout d'un coup, on a voulu en changer? La réponse est simple, les données. De nouvelles observations, beaucoup plus précises, qui ne collaient plus avec le modèle. En fait, il y a eu 3 moments décisifs qui ont tout fait basculer. Premier choc, 1572, une nouvelle étoile apparaît dans le ciel. D'un coup, l'idée de cieux parfaits et immuables, elle vole en éclats. Deuxième étape, Tycho Brahe. Ce type, sans télescope, a passé sa vie à noter la position des planètes avec une précision jamais vue. Et enfin, le coup de grâce, Galilée et son télescope. Et ce que Galilée a découvert en pointant son télescope vers Jupiter, c'est juste incroyable. Il a vu 4 petits points lumineux qui, nuit après nuit, semblaient danser autour de la planète. Il a vite compris, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des lunes en orbite autour de Jupiter. Et là, on voit ses propres croquis de l'époque. C'est fascinant. Là, l'effet est sismique. Pour la toute première fois, on observait des corps célestes qui tournaient autour d'une autre planète que la Terre.
C'était la preuve. La preuve que la Terre n'était pas le seul et unique centre de l'univers. Le modèle géocentrique venait de prendre un coup mortel. Et pas à cause d'une discussion philosophique, non, à cause de ce qu'on a vu directement, à travers un bout de verre. Et celui qui va porter le coup de grâce au monde d'Aristote, c'est Isaac Newton. Mais Newton, il ne va pas juste proposer un nouveau modèle, non, il va carrément inventer une nouvelle façon de faire de la science. Le changement est radical, ça se voit tout de suite. D'un côté, l'univers bien rangé, centré sur la Terre. De l'autre, le système solaire, centré sur le Soleil. Mais le vrai bouleversement, le plus profond, ce n'est pas de savoir qui est au centre, c'est le type de questions qu'on va commencer à se poser. Pour Aristote, faire de la science, c'était répondre à la question « pourquoi ?». Pour comprendre quelque chose, il fallait comprendre son but, sa raison d'être. Sa fameuse théorie des 4 causes est parfaite pour illustrer ça. Pour comprendre une statue, savoir qu'elle est en bronze ne suffit pas. Il faut savoir pourquoi elle a été faite, pour honorer Platon par exemple. C'est une approche philosophique, qualitative. Newton, lui, change complètement la question. Il ne se demande pas pourquoi la pomme tombe, il se demande comment elle tombe. Avec quelle force, à quelle vitesse ? Sa loi de la gravitation universelle, c'est une formule, des maths. Elle ne dit rien sur le but de la gravité, mais par contre, elle permet de calculer et de prédire le mouvement de la pomme, de la Lune, des planètes, avec une précision incroyable. On passe du pourquoi philosophique au comment mathématique. Alors, au final, est-ce que c'est aussi simple que ça? Aristote avait tort, Newton avait raison. Bon, on va voir que cette vision du progrès scientifique est un peu simpliste. Cette citation est hyper importante. Il vaut mieux avoir une théorie fausse que pas de théorie du tout. Pourquoi ? Parce qu'une théorie, même si elle est imparfaite, ça donne un cadre, une base de travail. C'est quelque chose qu'on peut tester, critiquer et donc améliorer. Sans le système d'Aristote, aussi faux qu'il puisse paraître aujourd'hui, on n'aurait eu rien sur quoi s'appuyer pour avancer. Et le plus dingue, c'est que le rapport entre Aristote et Newton, c'est exactement le même qu'entre Newton et Einstein. Je m'explique, la physique d'Aristote, elle marche très bien pour des objets qui bougent lentement dans l'air ou l'eau. Celle de Newton, elle est plus générale, elle inclut aussi le mouvement dans le vide. Mais la physique de Newton elle-même n'est qu'une approximation. C'est un cas particulier de la relativité générale d'Einstein, qui, elle, fonctionne pour des gravités extrêmes et des vitesses proches de la lumière. Du coup, on comprend mieux. La science, ce n'est pas une bataille entre le vrai et le faux. C'est plutôt comme si on construisait des poupées russes de plus en plus grandes. Chaque nouvelle théorie, plus générale, englobe la précédente comme un cas particulier. La théorie de Newton n'a pas détruit celle d'Aristote, elle l'a juste replacée dans un contexte plus large. Et Einstein a fait la même chose avec Newton. Et ça nous amène à une dernière question un peu vertigineuse. Aristote, ce n'était pas un imbécile qui s'est trompé, c'était un génie qui a bâti un modèle super puissant pour son temps. Un modèle qui a été englobé par un autre, plus grand, celui de Newton, qui lui-même a été englobé par celui d'Einstein. Alors on est bien obligé de se demander, parmi toutes nos certitudes scientifiques d'aujourd'hui, lesquelles ne sont en fait que des approximations. Des théories utiles, certes, mais qui attendent juste le prochain génie pour être à leur tour dépassées par une vision encore plus large de la réalité.